Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Anecdoc, le podcast du festival Off de l'hôpital, dans lequel les médecins prennent le micro et tombent la blouse. Pour vous, ils racontent leurs joies et leurs doutes autour d'une anecdote bien réelle. Je m'appelle Charlotte, je suis médecin en cancérologie et j'ai à cœur de vous accompagner dans l'intimité de ma profession. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci de nous accompagner dans cet épisode pilote d'Anecdoc en nous racontant une de tes anecdotes que tu as vécues en tant qu'interne de pneumologie à l'hôpital. Alors je tiens à le préciser, tu as mis ta blouse sur ton siège, donc tu as tombé la blouse, l'épisode peut donc commencer. Donc interne de pneumologie, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tu es en formation encore à l'hôpital, tu es un médecin en formation, tu fais des stages à l'hôpital. Et en pneumologie, c'est une des spécialités de médecine. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qu'est la pneumologie ? Tout à fait. Donc la pneumologie, c'est la spécialité qui s'intéresse essentiellement aux maladies respiratoires, donc que ce soit l'asthme, les maladies liées au tabac, le cancer essentiellement aussi, ou autres maladies infectieuses. Ça, c'est un peu notre quotidien, ça. D'accord, donc énormément de types de pathologies et de patients à traiter. Et tu vas nous parler d'une anecdote. Est-ce que tu peux nous resituer tout d'abord le contexte de cette anecdote, c'est-à-dire où tu en étais dans la formation, le lieu de cette anecdote ? Bien sûr. Donc, l'anecdote que j'aurais aimé partager aujourd'hui, c'est une anecdote du quotidien qu'on peut rencontrer tous les jours en tant que médecin. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on était au mois de mai 2019. Je me souviens que c'était un mardi puisqu'on avait une réunion hebdomadaire ce jour-là. Un jour où j'étais arrivé un petit peu plus tôt à l'hôpital et c'est vrai que c'est souvent quand on arrive un peu plus tôt ou quand on part un peu plus tard le soir que se passent des événements qui peuvent un peu plus marquer notre quotidien parce qu'on est souvent un peu plus seul aussi dans le service ou avec des collègues. Un peu plus tôt, c'est-à-dire avant le début du service officiel ? C'est ça, globalement, dans un service de médecine à peu près, on va dire qu'on commence à 9h le matin, et là il était plutôt 8h30. Donc ce matin-là, j'arrive à l'hôpital tranquillement pour avancer un petit peu des dossiers avant la réunion, et en fait, tout le monde est un peu sur le qui-vive parce qu'il y a un patient dans le service, Monsieur M, qui va pas très bien. Pas très bien, pourquoi ? Parce que Monsieur M, c'est un malade qui présente ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire chronique. Donc c'est un patient qui a des difficultés respiratoires quotidiennes et qui a besoin d'oxygène pour vivre correctement, on va dire, une vie et une qualité de vie suffisante. Moi, je ne suis pas du tout le médecin de ce patient-là, donc moi je rencontre Monsieur M ce jour-là un petit peu par hasard. C'est mon collègue qui le prend en charge depuis plusieurs semaines et j'arrive ce jour-là parce que mon collègue est en difficulté, donc m'appelle pour venir voir Monsieur M et me faire un petit peu mon avis aussi sur son état respiratoire. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce patient avant ? Notamment, est-ce que tu avais entendu parler de son dossier lors de staff, c'est-à-dire de réunions pendant lesquelles les médecins se réunissent pour parler d'un patient ? Je le connaissais de nom parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il était en service, donc plusieurs semaines que l'équipe soignante s'est quand même attachée à ce patient, mon collègue aussi qui s'en occupait quand même tous les jours. Et c'est vrai que dans les services de médecine, il y a souvent comme ça 1 ou 2 patients phares qui sont un peu chroniques, qui sont soit hospitalisés régulièrement, soit qui sont hospitalisés depuis un certain temps et qui fait que on s'attache un petit peu aux patients. Surtout Monsieur M, c'était quelqu'un qui humainement était plutôt attachant, plutôt gentil, il faut dire. On a tous nos qualités et nos défauts, mais lui, il était quand même particulièrement aimé par l'équipe soignante. Donc c'est vrai que ça complique tout de suite un petit peu la prise en charge quand le patient est connu depuis un certain temps. Ça complique ou ça facilite les choses, en fait, ça dépend de quel côté on regarde les choses. En quel sens ça peut la compliquer ? Dans le sens où on passe de l'empathie à un peu trop de sympathie, et du coup on n'est pas assez objectif dans nos décisions médicales. Et ce matin-là, le problème, pour moi en tout cas, je l'ai perçu comme tel, parce que si moi je suis appelé au chevet de ce patient-là, c'est parce que il est en difficulté respiratoire, chez un monsieur pour lequel on a un projet quand même de soins palliatifs, donc un monsieur qui n'était pas sur un parcours de soins actifs, disons, même s'il n'était pas très âgé. C'était un patient pour lequel on n'avait pas de solution thérapeutique à proposer. Et donc très vite, quand on est face à cette situation, il faut prendre une décision rapide, à savoir est-ce qu'on accompagne le patient vers la fin de vie qui finalement est imminente, ou est-ce qu'on a des solutions médicales à proposer si jamais il s'agit d'un épisode un peu transitoire, réversible et pour lequel on peut apporter une solution immédiate. Globalement, ça veut dire que si on est face à une situation qui est non réversible, on accompagne le patient, et accompagner, ça veut dire mettre en place des dispositifs médicaux, donc des drogues comme la morphine ou l'hypnovel, qui sont des médicaments qui vont endormir le patient, et ce de manière réversible. En fait, on fait une sorte de sédation terminale jusqu'au décès du patient, mais ça a visé de soulager les symptômes d'inconfort que peut présenter un patient qui présente une insuffisance respiratoire
aigu. Un patient qui, globalement, souffre d'asphyxie. D'accord, donc tu arrives à 8h30 dans le service, tu sens qu'il y a une tension dans le service palpable parce que le patient va mal. Tu as une équipe médicale devant toi qui est déjà un peu engagée dans la prise en charge. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'arrive à 8h30 initialement pour compléter mes dossiers. En fait, c'est mon collègue qui vient me chercher immédiatement en me disant « Rémi, viens ici, il faut que tu viennes voir monsieur machin ». Donc j'arrive voir monsieur machin. Mon collègue avait déjà commencé en fait à prendre un peu les devants parce que lui il le connaissait depuis plusieurs semaines, il était assez inquiet pour lui et voyant que le patient avait une tension qui chutait brutalement et une saturation en oxygène qui était aussi très basse, il a fait ce que n'importe qui ferait en situation d'urgence, c'est monter l'oxygène et mettre en place des accès veineux, donc un cathéter pour augmenter la tension artérielle du patient de manière un peu artificielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ferait dans une situation où on a un patient qui présente un problème aigu, réversible et pour lequel on a un projet de soins derrière. Ce qui n'était pas du tout le cas de ce patient-là, comme tu l'as bien résumé. Et le problème qui peut se présenter dans ce genre de situation, c'est que donc on est quand même interne, donc on est de jeunes médecins et on est rapidement confronté à un problème de prise de décision. Et surtout, autour de tout ça, il y a une équipe soignante, que ce soit les infirmiers ou les aides-soignants, qui sont en attente d'une prise de décision. Donc en fait, rapidement, quand j'arrive dans la chambre, il y a mon collègue et il y a 2 infirmiers et 2 aides-soignants, donc 4 personnes déjà autour du patient. Un patient qui est encore conscient et qui est en souffrance et pour lequel, rapidement, on nous demande de prendre une décision, à savoir est-ce qu'il faut endormir le patient rapidement et abréger ses souffrances ou est-ce qu'il y a une décision médicale à prendre pour essayer de maintenir le patient en vie. D'accord, donc il y a une demande qui vient des infirmières qui se retournent vers vous pour vous demander ce qu'il faut faire dans cette situation. Ton collègue est parti sur une prise en charge un peu invasive. Et toi, qu'est-ce que tu fais face à ça ? Et moi, j'adopte un petit peu la position inverse, à savoir... il suffit de regarder le patient. Alors c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais très souvent on finit par avoir quand même l'œil du patient et quand on voit un patient qui présente une situation critique, on sait rapidement si on a beaucoup de temps devant nous ou pas. Et là en l'occurrence, on n'avait pas le temps et je pense qu'il fallait prendre une décision rapide. Et moi j'ai plutôt adopté la situation inverse de dire oulala, ce monsieur il est en train de souffrir, on n'a pas de solution à apporter. Donc je pense qu'il faut introduire rapidement des médicaments pour le rendre plus confortable. Et donc, j'ai demandé à l'infirmière d'arrêter l'introduction de ce qu'on appelle de solutés de remplissage, donc arrêter de maintenir la tension de manière artificielle, arrêter de monter l'oxygène, mais plutôt d'introduire de la morphine à visée de confort. D'accord, donc là on assiste à un revirement complet de la situation où vous avez une prise en charge très invasive et agressive pour réanimer le patient afin de le maintenir en vie coûte que coûte, à une prise en charge exclusivement palliative et de confort pour en fait l'accompagner, accompagner sa fin de vie. Exactement. Chez un patient pour lequel donc j'ai déjà souligné le fait qu'on était en situation palliative et pour être plus précis, c'était un patient qui avait une place en unité de soins palliatifs le jour même aux alentours de 10h du matin. Donc en fait, on était juste en attente d'une ambulance pour transporter ce patient qui n'était plus transportable à ce moment-là. Et avec aussi un contexte et un entourage qui était déjà informé de cette situation-là. Ça, c'est très important dans les fins de vie parce qu'on ne peut pas prendre une décision irréversible sans derrière finalement avoir à justifier nos actes. D'accord, donc la famille était en accord et en tout cas préparée au fait que vous introduisiez ces drogues-là qui endorment le patient et qui peuvent avoir comme effet secondaire d'accélérer le décès du patient dans une situation qui est déjà très grave. Mais la famille était en accord avec cette décision-là. Tout à fait, c'était une décision qui était déjà anticipée et d'un commun accord. Et dans ces décisions comme ça, dans ces patients qui ont des situations un peu extrêmes, un peu compliquées, qui sont au stade terminal de certaines maladies, on peut très souvent anticiper aussi ça avec la famille et avec même parfois des prescriptions anticipées de médicaments que l'infirmier ou l'infirmière qui est déjà auprès du malade peut activer sans avoir à prendre le retard. On va dire, on peut informer le médecin et démarrer les médicaments sans attendre. Parce que très souvent, ça se passe en quelques minutes, tout ça. Et le fait, nous, d'arriver auprès du malade, on a déjà perdu du temps. Ok. Et comment ont réagi les infirmières quand tu leur as dit d'arrêter ces drogues que ton co-interne, que ton collègue avait prescrit, pour passer dans une prise en charge exclusivement palliative ? Ça s'est fait assez vite, tout ça, parce qu'au final, en l'espace de 5 minutes... Ça peut être rapide, mais ça peut être aussi très long, 5 minutes pour un patient qui souffre d'asphyxie. Mais ça s'est fait rapidement, donc on a arrêté rapidement les médicaments, on a poussé, entre guillemets, la seringue de morphine, histoire que le patient commence à présenter des signes de confort, en fait, et qu'il arrête de respirer vite et de respirer difficilement.
Et en fait, c'est vrai que de voir un patient en souffrance, c'est une source d'anxiété pour tout le monde autour. Et de le voir finalement être soulagé, ça a pas mal rassuré autour l'équipe soignante, même s'il y avait eu quand même un laps de temps avant. Et ça a engendré quand même beaucoup d'émotions après l'événement. Quand on est dans la pièce avec le patient, il y a quand même une montée d'adrénaline qui fait que tout le monde est un peu sur le qui-vive, on fait les choses rapidement, mais une fois que la situation se termine, il faut savoir que ce patient est décédé peu de temps après, hein, un peu moins d'une demi-heure après, le patient était Donc, décédé. dans votre service ? Dans le service, sans avoir été transféré au final. Ça a engendré quand même beaucoup d'émotions et qu'il faut gérer aussi parce que la journée est encore longue. Quand il est 9h du matin et qu'on a encore une longue journée. Est-ce qu'il y a eu du coup un débrief derrière ? Est-ce que tu as senti que les infirmières avaient besoin de débriefer de la situation ? Ou est-ce que tu as senti ton co-interne un peu en souffrance parce qu'il avait été mis en porte-à-faux devant l'équipe soignante ? Ça a été un peu délicat à gérer pour pas mal de monde. Moi, le premier, en fait, parce que du coup, je prenais quand même une décision pour un patient qui n'était pas le mien et que je ne connaissais pas. Mais finalement, c'était une décision qui était plus facile à prendre pour moi que pour mon collègue, parce que moi, je ne connaissais pas le malade. J'en avais entendu parler, je ne m'étais pas occupé de lui, et je pense que j'ai eu une décision qui était assez objective sur la situation. Je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise, mais ce patient était voué à décéder dans les heures qui suivaient de toute façon. Alors que ton collègue peut-être était dans l'affect, c'est-à-dire qu'il avait du mal peut-être à gérer le fait que la mort de son patient arrivait, en fait cette espèce de deuil qu'il faut vivre quand on est soignant aussi. Est-ce que toi, en tant que médecin, tu comprends que cet affect puisse biaiser la décision médicale ? Ça peut arriver, c'est possible, mais ça ne devrait pas arriver. Simplement, on est tous humains, donc quand on suit un patient depuis un certain temps, il y a un affect qui se crée, et parfois on va un petit peu au-delà de notre simple rôle de médecin, on va dire, et du coup on laisse entrer un peu les émotions dans notre prise en charge. Mon collègue, lui, il était très clair sur la situation, je pense, parce que c'est quand même lui qui a fait appel à moi ce matin-là pour l'aider dans sa décision, et on en a rediscuté après, le même jour, quelques minutes après, puis lors du déjeuner, puis même dans les jours qui ont suivi, on en a reparlé. C'est quand même une histoire qui nous a marqué sur le semestre et qui nous a fait aussi grandir tous les deux. Il savait qu'il n'allait pas prendre forcément la bonne décision en étant tout seul. Et il avait besoin qu'on l'aide ce jour-là. Et je pense qu'on a tous besoin d'être aidés au quotidien. Et que c'est pour ça que le travail en médecine, c'est essentiellement un travail d'équipe. On n'est pas seul face à un patient pour prendre une décision. Donc il m'a quand même remercié d'avoir pris la décision. Il s'est rendu compte a posteriori que de toute façon, c'était pas logique d'aller plus loin dans les soins. C'est un patient pour lequel on avait surtout un projet d'accompagnement et que c'était surtout une fin de vie qu'il fallait accompagner. Mais il s'est rendu compte que sur le coup, il a été pris de court par ses émotions. Et vis-à-vis de l'équipe soignante, il y a eu une journée un peu compliquée parce que on a l'impression de perdre du crédit vis-à-vis de l'équipe soignante parce qu'on n'est pas capable de prendre une décision alors que tout le monde attend de nous de prendre une décision, peu importe qu'elle soit la bonne ou la mauvaise. Simplement, la responsabilité, elle reste médicale. Donc même si on demande avant tout à l'infirmière, parce que c'est l'infirmière qui va pousser la seringue de morphine et qui va accompagner le patient, la décision, elle est médicale. Et sur le plan de la responsabilité, c'est aussi nous qui sommes engagés là-dedans. Donc cette décision, elle a été prise, ça a abouti au décès du patient, et les quelques minutes qui étaient assez longues quand même de prise de décision, ça a engendré pas mal de stress, comme je le disais, avec beaucoup d'émotions, et quand même il y a eu des pleurs dans l'équipe soignante, où il faut rediscuter des choses, et c'est vrai que mon collègue, c'était quelqu'un qui était quand même très humain, qui s'entendait très bien avec toute l'équipe soignante, et ça a pu un peu calmer les ardeurs derrière aussi, de rediscuter tout ça en disant, c'est vrai que j'ai été un peu dépassé à ce moment-là, mais je pense que globalement ça s'est bien passé. Et honnêtement, je pense que ça s'est bien passé ce jour-là. Ça aurait pu mieux se passer, on aurait pu moins bien faire les choses, et le fait qu'il y ait eu beaucoup de communication au sein de l'équipe, ça a un peu permis d'améliorer les choses. Il faut qu'il y ait du discours dans ce genre de situation. C'est ça. Et comme tu disais, ton collègue est venu te chercher, donc il savait peut-être que la bonne décision dans ce cas-là serait prise à deux. Exactement. Et ça, c'est un cas isolé, mais c'est quand même un cas qui est assez fréquent. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'expérience, on a de plus en plus de facilité à prendre ce genre de décision, mais quand on est jeune interne, c'est quand même pas facile de la prendre, parce qu'on est rarement seul pour prendre cette décision au début de l'internat quand même. Hein. En tout cas, quand on est bien encadré. Et c'est vrai que dans le service dans lequel j'étais à ce moment-là, on était vraiment très bien encadré par les chefs. Et ça se passait vraiment très bien. Et puis même, ce genre de situation, on a pu en discuter après avec les chefs. Et c'est important de ne pas être seul dans ce genre de décision, parce qu'on peut ruminer un petit peu tout ça en se demandant si on a pris la bonne décision ou pas. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es familier comme situation, la fin de vie dans ta spécialité, ou est-ce que cette histoire est un cas très isolé dans ta formation ? Alors, au moment de la situation, c'était quand même le début de ma formation, donc c'était pas quelque chose que je vivais tous les jours.
Et puis quand même, en pneumologie, donc comme je le disais, on s'occupe des malades insuffisants respiratoires. Et du coup, on a quand même souvent affaire à la fin de vie. C'est souvent deux profils de patients. C'est souvent soit des patients qui présentent une maladie oncologique sévère, donc un cancer du poumon en clair, avec quand même un pronostic qui est très sombre et qui sont amenés à arriver en fin de vie, avec quand même des situations qui sont préparées, parce que dans le cancer, on a le temps de prendre en charge les patients, on a le temps de prendre en charge les familles, et on ne devrait pas avoir affaire à des situations difficiles, des situations de fin de vie difficiles. Tu veux dire qu'on a le temps d'en discuter en amont, en équipe, afin d'arriver à un accord pour savoir ce qu'il faut faire si la situation du patient se dégrade? Tout à fait. Les patients qui sont informés de leur pronostic peuvent déjà en amont prendre des décisions sur ce qui va se passer et choisir un petit peu leur fin de vie. Et le deuxième type de patient dont on a affaire aussi en maladie respiratoire, c'est les insuffisants respiratoires chroniques. Donc des patients qui vont avoir une fonction respiratoire qui va s'altérer au fur et à mesure de leur suivi et qui vont finalement décéder d'une insuffisance respiratoire aiguë. C'était le cas de Monsieur M, qui lui avait quand même de l'oxygène au domicile depuis des années et des années. Et puis un jour, on arrive au bout de ce qu'on est capable de faire en médecine. Et puis on arrive au bout de ce qu'un être humain est capable de supporter pour vivre. Dans le feu de l'action, quand tu es arrivé dans la chambre du patient, qui avait toute l'équipe soignante et que tu voyais ton collègue prendre une décision qui n'était pas forcément en accord avec ce que tu aurais fait. D'ailleurs, tu as pris une décision inverse par la suite. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Est-ce que tu as ressenti de la colère, de l'incompréhension ou du doute? Alors, de la colère, non. De l'incompréhension, oui, j'en ai eu. Mais je me suis demandé aussi est-ce que j'étais pas radical dans ma décision. Parce que j'avais quand même entièrement confiance en mon collègue. Et après cet épisode, je lui ai toujours fait confiance derrière. Mais de voir quelqu'un en qui on a confiance prendre une décision et puis se voir, nous, finalement, prendre la décision inverse. Après, en médecine, finalement, il n'y a jamais de bonne décision. On a tous notre point de vue là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça étrange de prendre une décision inverse pour un patient que j'ai regardé, que j'ai bien observé et pour lequel, pour moi, il n'y avait pas d'issue. Ensuite, quand les choses se sont faites, évidemment, quand j'ai pris cette décision-là, mon collègue il m'a dit que j'avais probablement raison de la prendre. Donc on l'a prise ensemble. C'est pas moi qui ai dit on va limiter ce patient sur des techniques de réanimation. C'était pas mon patient, encore une fois. Moi, j'ai juste donné mon point de vue et ensemble, on a pris la décision. Finalement, il a accepté mon point de vue. On en a discuté ensuite en pensant que finalement, c'était probablement la solution qu'il fallait qu'on prenne, mais qu'on la prenne à deux, c'était toujours plus simple que de la prendre sur les épaules d'une seule personne. Mais pas de colère du tout. Finalement, les doutes, on peut les effacer un petit peu après, une fois qu'on a discuté, mais c'est toujours plus facile de revenir sur une décision que de la prendre à chaud. Et au cours de mon internat, j'ai quand même fait la réanimation après. Et j'avais un de mes chefs de réanimation qui avait un petit peu ce côté observateur. Et à chaque fois qu'on était en situation aiguë, de stress, avec des soins à faire en urgence et à prendre une décision rapidement, très souvent on avait une mini-réunion, ça ne durait pas longtemps, quelques minutes, juste pour débriefer avec les aides-soignants, les infirmiers, le chef et l'interne, pour dire, si ça devait se reproduire, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse plutôt ça. Et je trouve qu'on apprend énormément quand c'est comme ça. Et ce genre de situation nous fait progresser énormément. Et dans ce service de réanimation, où vous aviez l'habitude du coup de faire des débriefs après des situations difficiles, est-ce que tu as constaté que ça avait amélioré votre pratique, votre prise en charge dans des situations d'urgence par la suite ? Pour moi, oui. Je pense que c'est une certitude parce que dans une situation de réanimation, il y a beaucoup de stress qui peut être généré en l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Et le fait de débriefer tout ça, ça permet sur la situation suivante qui va être une situation similaire. En réanimation, les situations aiguës sont souvent quand même des grands cadres cliniques comme la détresse respiratoire, le coma, des choses comme ça, où finalement les gestes techniques vont se répéter et les attitudes doivent être les mêmes. Chacun a sa place, c'est toujours un travail d'équipe et chacun doit assurer son rôle là-dedans. Et le fait de débriefer une situation, ça permet de faire baisser un petit peu la pression pour les situations qui vont se répéter dans le temps. Et c'est vrai que quand on commence en réanimation, on est quand même assez stressé, en tout cas c'était mon cas. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, peu à peu, on finit par être beaucoup plus calme et avoir un meilleur jugement sur la situation. C'est ça, avoir les idées claires sur chaque situation grâce à ce travail d'équipe derrière qui est indispensable. Face à cette expérience que tu as vécue avec ce patient, pour lequel tu as pris quand même des décisions importantes, même si ce n'était pas ton patient, est-ce que tu as senti évoluer la relation par la suite avec tes autres patients ? Est-ce que tu as senti que c'était un événement marquant, qu'il y a eu un avant, un après cette expérience ? Alors c'était un événement marquant, je dirais que oui, sinon je pense que j'aurais choisi une autre anecdote pour aujourd'hui. Ça m'a marqué les premiers temps, disons.
j'ai essayé d'en tirer des éléments bénéfiques de toute cette situation parce que les situations se sont répétées pour des patients qui ressemblaient un petit peu à monsieur M. Et je pense qu'il faut toujours rester aussi neutre dans notre décision. Puis au fur et à mesure de l'internat, on finit par être un petit peu tout seul aussi dans les décisions. Donc le fait d'avoir partagé cette décision avec un collègue cette fois-ci, ça a pu me permettre d'évoluer aussi de mon propre chef. Je pense que ça nous a rendu service à tous les deux et même à toute l'équipe paramédicale autour. Est-ce que ça a modifié ma prise en charge vis-à-vis des patients ? Oui, parce que j'ai quand même appris que c'est important de rester dans notre rôle aussi de médecin et de ne pas aller au-delà. Forcément, la médecine, c'est avant tout des relations humaines. On n'est pas proche de tous les malades de la même manière parce qu'on a notre personnalité, les patients ont leur personnalité aussi. Mais c'est important de toujours essayer d'avoir une décision claire, une décision qui reste médicale avant tout. Et quoi qu'il en soit, toujours penser à est-ce que cette décision que je vais prendre va rendre service au patient ou pas ? Parce que c'est avant tout lui que ça concerne. Et pour accrocher avec l'actualité, est-ce que tu sens que la pandémie Covid, pendant laquelle on a vu arriver énormément de patients dans un état très grave et des situations médicales d'urgence extrême, est-ce que tu as senti que cette pandémie nous avait aidés à nous réorganiser autour de la prise en charge d'urgence où en fait il faut prendre des décisions vite et bien ? Je pense que oui, la pandémie Covid a pu faire modifier les pratiques, faire avancer les pratiques, au moins dans le sens de jusqu'où on va pour un patient, parce qu'on a bien vu avec la pandémie Covid que la problématique en France, c'était la saturation des services de réanimation. Donc ça veut dire qu'en amont d'un service de réanimation, il fallait déjà anticiper pour chaque patient, se poser la question de si jamais son état s'aggrave, est-ce qu'on ira jusqu'à des soins de réanimation ou est-ce que ce patient qui pourrait bénéficier des soins de réanimation, finalement, ne va pas en bénéficier parce que ça ne lui rendrait pas service. Donc j'ai quand même vu ça pendant pas mal de mois en réanimation, puis ensuite je suis retourné dans le milieu adéquat, c'est-à-dire le service de pneumologie dans lequel j'effectue ma formation. Et c'est vrai que en retournant en pneumologie, je me retrouve à nouveau avec des patients qui sont moins graves qu'en réanimation et pour lesquels, rapidement, on va essayer de prendre des décisions de statut. Et ça se discute avec la famille, ça se discute avec le patient et c'est important d'en faire part au patient en lui disant que, et avant que les choses ne se précipitent dans la gravité, disons, que si les choses s'aggravent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre service ? Et ça, en général, les patients sont très clairs là-dessus. Ils sont capables de nous dire moi, j'ai envie de vivre ou moi, j'ai envie de ne pas souffrir. J'ai pas envie d'aller en réanimation. Avant le Covid, je pense que c'était compliqué parce que je pense que la population française n'était pas forcément très au clair sur les techniques de réanimation. Et là, ça a été énormément médiatisé avec la ventilation artificielle, avec le coma artificiel. Et donc ça a fait aussi peur à beaucoup de gens. Tu veux dire que la population française s'est rendue compte de l'invasivité, c'est-à-dire de l'agressivité de la prise en charge en réanimation ? Exactement. Et je pense que c'est important que tout le monde soit au clair là-dessus, que la réanimation, c'est des soins qui sont quand même qui sont pas banals, qui sont très invasifs et qui peuvent pas être proposés à tout le monde parce qu'il faut qu'il y ait un bénéfice derrière. On peut pas faire plus de mal que de bien en faisant des soins, et c'est d'ailleurs le primum non nocere de la médecine. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire, qui est donc une des devises des médecins. Alors on vient de parler d'une anecdote un peu triste parce qu'elle parle du décès d'un patient, d'une prise en charge qui au début a été un peu difficile. Est-ce que tu peux nous parler aussi des moments de joie de ton métier, ceux que tu veux nous partager ? Alors les moments de joie, il y en a au quotidien. Moi j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup aussi passer de bons moments au travail. Je pense que s'il y avait que des situations tristes comme celle-ci, ce serait pas un beau métier. Mais finalement, même dans les situations de fin de vie, on peut tirer du bénéfice de tout ça. Et c'est vrai que quand la famille de ce patient est arrivée, ça s'est quand même très bien passé parce que ça faisait des semaines qu'il était là, que tout le monde a remercié l'équipe soignante. Et du coup, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'émotions, ça permet de poser un peu la situation et de faire revenir un peu les sourires sur les visages tristes. Et ensuite, au quotidien, on voit aussi de belles réussites. Tout le monde n'est pas voué à finir ses jours à l'hôpital. Et que ce soit dans le cancer ou dans l'insuffisance respiratoire, on voit aussi de belles choses. Le cancer, c'est quand même une maladie grave, une maladie mortelle. Mais il y a aussi des patients qui peuvent sortir de ce mauvais pas en étant bien accompagnés et puis même discuter de tout ça ensemble. Alors oui, des bons moments, je pense qu'il y en a tous les jours. J'en ai pas un qui me vient là à l'instant où je te parle, mais il y en a tous les jours. Et c'est ce qui fait la beauté du métier. Et je pense que c'est sur cette note-là que
qu'il faut garder à l'esprit pour les gens qui nous écoutent, qui soient du milieu ou pas du milieu, les gens qui veulent faire ce métier, qui le font déjà, et pour tous les soignants et paramédicaux qui vont écouter ce discours, quoi. Merci beaucoup Rémi pour ton témoignage. Merci à toi, c'était un plaisir d'être invité. Bien, le plaisir est partagé et bonne continuation dans ton service. Anecdoc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine anecdote. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, anecdoc_podcast. Vous pourrez ainsi vous tenir au courant des news du podcast, du thème du prochain épisode et en apprendre plus sur nos invités. Vous pouvez également nous soutenir en partageant le podcast. À bientôt sur Anecdoc!